Si je vous dis les députés sont les représentants Du peuple. du peuple. Vous allez dire, on va dire du peuple alors. Ouais. Et vous, madame? Oui, moi aussi. Vous aussi. Du peuple. Du peuple. Ok. Du peuple. Peuple. Du peuple. Peuple. Merci. Du peuple. 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 Vraiment du peuple. Du peuple. Merci. Alors, mes chers amis qui êtes en train de m'écouter, il y a beaucoup de théories du complot, certaines qui sont justifiées, certaines sont à moitié justifiées, etc. Il ne faut pas tous d'ailleurs les mettre dans la poubelle où doit porter crédit. Mais là, ce soir, vous allez entendre un truc qui est énormissime. Comme vous venez d'entendre avec moi, cette vidéo porte sur principalement les députés, sur l'idée qu'on a que les députés sont les représentants du peuple. Eh bien, il n'en est rien. J'ai fait une enquête personnelle à Avignon, Nîmes, Montpellier, enfin plusieurs villes. Et j'ai posé cette question. Les députés sont les représentants des 90% environ. L'immense majorité répondent du peuple. Et pourtant, je viens de vous dire, c'est pas le cas. Eh bien, suivez mon cheminement. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou quelque chose de bizarre dont je veux parler. C'est un fait que les constitutionnalistes et ceux qui font du droit connaissent, mais que l'on se fait un malin plaisir de ne pas dire et de laisser les gens dans un mensonge. Alors, effectivement, et quelqu'un d'autre, c'est bien que quelqu'un d'autre le dise, je vais lire un texte que vous pouvez trouver sur Internet, quelqu'un d'autre que moi le dise, effectivement, les députés ne sont pas les représentants du peuple, ils sont les représentants de la nation. Et comme je viens de dire, certains pourraient dire, ouais, ben oui, ben ça va, rien d'étonnant. Non, non, pas rien d'étonnant. On laisse entendre, même avant les législatives, peut-être parce que les gens ne le savent pas, par méconnaissance, que les députés sont les représentants du peuple. Que les députés, puisqu'ils, lors des législatives, proposent un programme, ont des obligations envers leurs électeurs. Et que donc, ils ont donc des comptes à rendre aux électeurs, quoi. Comme tout un chacun, quand on travaille, en tant que salarié ou en tant que patron, même à son compte, par rapport aux clients. Ou en tant que salarié par rapport au patron, et puis même dans la vie, voilà, même dans la vie entre des individus, quand on prétend quelque chose ou normalement, on doit respecter sa parole. Et puis après, on peut négocier si on n'a pas pu faire une chose, que ça prend un peu plus de temps. Enfin, il doit y avoir un lien quand on s'engage avec autrui. Alors, leçon de droit constitutionnel aux éditions Ellipse. Leçon de droit constitutionnel aux éditions Ellipse. C'est pour... j'ai lu que... Moi, j'avoue, là, pour l'instant, j'en suis à la moitié. Leçon de droit constitutionnel aux éditions Ellipse. La couverture, il est marqué que c'est pour les universités, instituts d'études politiques et concours administratifs.
qu'apprend-on à la page 47? Page 47, on apprend que les députés ne sont pas les représentants du peuple. À tel point que page 48, il est dit, donc ensuite, quand on a compris ça, qu'ils ne sont pas les représentants du peuple, que c'est les représentants de la nation, écoutez bien, page 48, de leçons de droit constitutionnel aux éditions Ellipse, je vais donner même la date parce que édition Ellipse, il y a marqué 2015. Est-ce que ça c'est la date imprimerie? Enfin, Ellipse 2015. Il est dit donc page 48, après qu'on a compris qu'ils ne sont pas représentants du peuple, contrairement à ce qu'on laisse croire, le représentant de la nation n'a pas de compte à rendre à ses électeurs. Et attendez, plus que ça, il est irresponsable devant eux. Je répète, le représentant de la nation, et moi je dis, et non pas du peuple, comme il explique en page 47, n'a pas de compte à rendre à ses électeurs. Il est irresponsable devant eux. C'est une situation assez enviable, ça. Voilà. Donc, je vous laisse 10 secondes ou 20 secondes de temps. Je vais me rendre une petite cigarette, parce qu'après, on va parler d'un texte de quelqu'un comme moi qui est en développement. Mais comment cela se fait-il que les gens répondent que les députés sont représentants du peuple et qu'ils ont des comptes à rendre? Comptes à rendre, on ne parle pas comme si c'était notre esclave, mais compte à rendre comme tous on en a envers tout le monde. Donc, juste pour vous laisser méditer, je vais redire cette phrase, je roule ma cigarette, et un petit 20 secondes de temps, et puis après un texte très intéressant, que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, leçon de droit constitutionnel d'édition Ellipse, page 48, le représentant de la nation, et non pas du peuple, n'a pas de compte à rendre à ses électeurs en plus, et carrément, il est irresponsable devant eux. Alors, est-ce que vous étiez au courant de tout ça? Comme 90-95%. Voilà, je me rends une cigarette, je laisse un petit peu de temps à méditer, et puis on a un joli texte de page à lire ensemble. « 20 secondes, hein. Ce ne sera pas long. Vous rêvez pas, hein. Alors effectivement, à mon micro-trottoir, j'ai rencontré des personnes qui ont fait du droit, elles ont confirmé que c'était plutôt ça. Hein. Sauf que maintenant, on va lire un petit texte ensemble. Vous tapez dans Google. Vous tapez dans Google, les députés sont-ils des fonctionnaires? Point d'interrogation. Les députés sont-ils des fonctionnaires? Point d'interrogation. Et vous avez cet article qu'on va lire ensemble. Par routine, nous qualifions les députés de représentants. On l'a vu dans le micro-trottoir. Mais vous allez voir que ce n'est pas la faute d'un manque de sérieux des gens.
Mais on peut même se poser la question, est-ce que c'est pas normal qu'on dise ça, si on nous enseigne ça, ou qu'on laisse enseigner, même quand on le sait, mais quand des gens font l'erreur de le dire. Donc, par routine, nous qualifions les députés de représentants. Ce qualificatif met fin à toute interrogation sur leur qualité. Ils sont des représentants. Cependant, si l'on observe que rien dans la fonction des députés ne justifie une telle appellation, la question se pose. Quelle est la nature des fonctions d'un député? Est-il un fonctionnaire d'État, un fonctionnaire législatif? Point d'interrogation. Il n'est pas de bonne démocratie sans une bonne censure. Ça, c'est une citation. Alors, citer quelques citations intéressantes. Donc, ouvrez les guillemets. Il n'est pas de bonne démocratie sans bonne censure. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. La science politique remplit deux fonctions essentielles. La première est de légitimer le pouvoir de l'État, car il faut que celui-ci acquiert une autorité morale sur laquelle il puisse s'appuyer, sur laquelle il puisse appuyer sa structure institutionnelle et sa suprématie légale. La science politique remplit deux fonctions essentielles. La première est de légitimer le pouvoir de l'État, car il faut que celui-ci acquiert une autorité morale sur laquelle il puisse appuyer sa structure institutionnelle et sa suprématie légale. C'est totalement délirant. C'est-à-dire que la personne est en train de dire là que parce qu'ils ne sont pas capables de respecter la Déclaration des droits de l'homme, par exemple, citoyens, de respecter le système lui-même, les fondamentaux qu'on demande à tout citoyen de respecter, eh bien, ils peuvent s'enquérir du mensonge dès le départ, dès la base, pour, moi je ne dis pas traiter, je dis maltraiter les citoyens, comme ils l'entendent. Donc, et peut-être même perfectionner leur perversité pour être des bons agents de l'État. Je continue. La seconde est de dissimuler la nature et les rouages des systèmes politiques modernes afin d'empêcher les gens de les comprendre. Ces deux fonctions sont directement liées l'une à l'autre, car c'est en dissimulant le fonctionnement des institutions politiques modernes que la science politique les légitime. Fermez les guillemets. Là, c'est ce monsieur qui dit ça, Alain Habib. Je ne le connais pas. Alain Habib, H-A-B-I-B. Par contre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était dans le livre de droit, en vente actuellement à la FNAC, leçon de droit constitutionnel, ellipse. Page 47, quand je vous l'ai dit, page 47, on explique qu'ils ne sont pas représentants du peuple et qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Et que page 48, j'ai lu, le représentant de la nation n'a pas de compte à rendre à ses électeurs, il est irresponsable devant eux. Ça, c'est dans le bouquin de droit. Je continue. Les députés, c'est une évidence. Là, je continue dans ce document, les députés sont-ils des fonctionnaires, qu'on trouve sur Internet. Les députés, c'est une évidence, ne sont des représentants. Ils ne représentent personne. Ils ne représentent pas les électeurs qui les ont élus. Ils ne représentent pas davantage la nation entière. Cependant, en dépit de cela, l'habitude s'est prise de les qualifier systématiquement de représentants. Nous pourrions en donner 1 milliard d'exemples, mais cela ferait trop. Contentons-nous donc d'une ou deux citations. Ouvrez les guillemets. De Gaulle, non seulement par tempérament, par inclinaison, par goût, évite le conseil et s'éloigne des représentants élus de la nation. Fermez les guillemets. François Mitterrand, le coup d'État permanent, page 87. Donc, De Gaulle, non seulement par tempérament, par inclinaison, par goût, évite le conseil et s'éloigne des représentants élus de la nation. Fermez les guillemets. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Si à partir de là, on trouve ça normal, et qu'on vote, qu'on continue à voter, il y a un problème. Ouvrez les guillemets. Peut-on admettre encore l'existence de mandats impératifs? Point d'interrogation. Une réponse négative s'impose dès l'instant qu'on a admis l'existence d'une assemblée de représentants. Fermez les guillemets. Brunet, dans le livre Vouloir pour la nation, page 101. Donc, peut-on admettre encore l'existence de mandats impératifs? Une réponse négative
s'impose dès l'instant que l'on a admis l'existence d'une assemblée de représentants. Fermez les guillemets. Alors, mandat impératif, c'est-à-dire que là, le député, il a des comptes à rendre à ses électeurs. Et c'est plus près de l'idéal de notre régime républicain et démocratique. Un régime des républicains doit aller, son but, c'est aller vers une démocratie, le minimum. S'il ne le fait pas, il est dans une dynamique de trahison. Quand on voit dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, bien entendu, c'est ce qui permet, cette déclaration, principalement qu'on ne soit pas dans un régime despotique ou une monarchie absolue. Il est dit dans l'article 6, la loi est l'expression de la volonté générale, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dit DDHC en abréviation. Article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou subsidiaire par leurs représentants à sa formation. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Donc, le « ou » veut bien dire que les représentants, c'est subsidiaire, mais que la réalité, c'est que les citoyens capables de comprendre un texte, tous les citoyens qui devraient voter. Il est évident qu'on n'est pas dans la même situation à l'époque de 1789 et des quelques années qui ont suivi, où le Parlement s'est mis en place, etc. Des fois, il se nommait autrement, parce que peut-être la majorité des gens ne savaient pas lire et écrire. On n'est pas aujourd'hui dans la même situation. Mettre en avant que c'est normal que la République française, surtout par des jacobins, des républicanistes, qui disent la République parle. Voilà. Que c'est normal qu'on renforce les parlements, même pas locaux, les parlements nationaux, et donc que les gens aient la possibilité de moins en moins de donner leur avis, et c'est pas donner leur avis. Le principe, c'est que normalement, c'est les citoyens qui décident. Et si c'est pas comme ça, c'est que pour des problèmes techniques, pour des problèmes matériels, pour des problèmes physiques. Un député ne peut pas se dédoubler, enfin tous les citoyens peuvent, peuvent pas aller au Parlement, enfin pour des problèmes tout à fait concrets, qu'il y a des représentants. Il y a 200 ans, les gens ne pouvaient pas aller à Paris pour voter les lois, etc. Maintenant, peut-être que avec Internet, etc. C'est-à-dire que, de toute manière, si le système ne fait pas en sorte de démontrer qu'il met tout en œuvre, même s'il faut vérifier les connaissances et l'intelligence des citoyens pour pouvoir voter, et que certains pourraient faire un rattrapage pour avoir un minimum de connaissances, ou qui, s'ils ne veulent pas voter, ils ne votent pas. Si le système ne fait pas en sorte de privilégier la démocratie au moins participative, ce n'est pas une démocratie directe. Si réellement les fonctionnaires, et surtout ceux qui sont père en fils ou qui sont dans les réseaux républicanistes, qui sont fiers de dire que c'est républicain, ne fait pas en sorte de toutes ses forces de faire en sorte, même si il doit y avoir de plus de démocratie locale, ou comme les systèmes informatiques, c'est leur problème, que des gens le plus possible puissent voter les lois, non seulement il n'est plus dans son rôle, et il signifie qu'il abandonne le véritable régime républicain qui, de toute manière, son but, c'était, surtout grâce à la technique, et de se jeter dessus dès qu'il y avait la technique, ou que les gens étaient plus éduqués, de leur permettre de décider eux-mêmes leur sort et les lois. Si le régime ne promeut pas ça, c'est qu'il a décidé de bafouer nos fondamentaux. Par facilité, parce que peut-être certains sont dans des réseaux, ça les arrange personnellement, etc. Ça doit certainement exister. Alors, article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est clair.
Hein, représentant du peuple, c'est surtout parce que les gens ne peuvent pas voter eux-mêmes. Et surtout quand l'humanité est limitée technologiquement et dans les moyens de déplacement. Hein, je pense pas combien peut-être il fallait une semaine pour aller à Paris, de la province à Paris au XVIIIe siècle. Donc c'est normal qu'il y ait des représentants. Hein, et en plus les gens ne savaient pas parler. Donc il y a plein de raisons. Mais on se rend compte que déjà à l'époque, ils savaient très bien quel est le but. Vers quoi on devait aller. Alors on continue. Ce texte. Ouvrez les guillemets, citation de Gaulle, non seulement par tempérament, ça j'ai déjà dit. Dans le système de la représentation, ce n'est pas la volonté du peuple qui détermine celle des représentants, c'est ce que tout le monde croit. C'est au contraire le peuple qui fait sienne par avance la volonté, qui fait sienne par avance les volontés que les représentants viendront à énoncer. Raymond, elle a fermé les guillemets, Raymond Carré de Malberg. Raymond Carré de Malberg, contribution à la théorie de l'État. Je vais le redire, celle-là, elle est importante. Dans le système de la représentation, ce n'est pas la volonté du peuple qui détermine celle des représentants, c'est au contraire le peuple qui fait sienne par avance les volontés que les représentants viendront à énoncer. Raymond Carré de Malberg, contribution de la théorie de l'État. Ouvrez les guillemets. Ouvrez les guillemets. La grande faveur dont jouiront les institutions de la démocratie directe peuvent être tenues pour un témoignage de la maturité politique des gouvernés, que l'on jugeait dignes d'être en certaines occasions libérés de la tutelle de leurs représentants. Fermez les guillemets. Alors là, il y a mon chat, peut-être que je vais être obligé de lui dire qu'il ne me dérange pas. Georges Burdeau, traité des sciences politiques. Donc, on voit bien là ce qui est écrit là, qu'il y en a qui sont honnêtes, qui ne disent pas que la volonté des citoyens n'existe pas. Hein, c'est que, et pire que ça, c'est que le citoyen, quand il vote, par avance, comme la citation d'avant, de Raymond Carré de Malberg, par avance, le citoyen, quand il vote, ce monsieur prétend que le citoyen a conscience que non seulement le député n'est pas là pour faire entendre la voix du peuple, mais que c'est le peuple, c'est par avance, qui fait sienne la volonté du député. Mais il ne peut pas le contrôler et lui demander des comptes de ce qu'il dit, mais il vend sa vie, sa voix, sa dignité, sa conscience, hein, un petit peu. Là, dans ce passage de Georges Burdeau, traité des sciences politiques, il dit, bien sûr, que dès le départ, c'était pas ça qu'il fallait voir. La grande faveur dont jouir les institutions de la démocratie directe peut être tenue pour un témoignage de la maturité politique des gouvernés, que l'on jugeait digne d'être en certaines occasions libérés de la tutelle de leurs représentants. Normalement, c'est le contraire. C'est où le représentant, pour des manières techniques, est là parce qu'il a fait un travail localement et puis il va faire dire ça à l'Assemblée pour dire la volonté du peuple, ou le peuple vote directement, et si ce n'est pas techniquement possible du point de vue centralisé, localement, hein, mais certainement pas de dire que par avance, comme la citation d'avant, vous voyez, un combat, c'est pas un combat, c'est un combat de la dignité des gens, je dirais. Et certainement pas dire donc que les gens, par avance, comme il dit mieux que moi, feront sienne tout ce que dira le député. Est-ce que d'ailleurs c'est raisonnable? On parle de la philosophie des Lumières et de la raison. Comment voulez-vous que les gens ne soient pas confus? Parce que moi je le sais ça, j'ai étudié ce bouquin et j'ai vu ça. Je fais le micro-trottoir. Mais dans la réalité, les gens voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça ne dérange pas le système apparemment. Enfin, j'ai pas dit que tout le monde s'en aperçoit, que tout le monde ça les soucie. Mais moi oui par exemple.
Et j'attends certainement pas qu'on me dise que je suis un rebelle quand je dis ça. Attention. Parce qu'il y a des tarés républicanistes, hein, femmes et hommes. Hein. Il y a des grosses tarés et des gros tarés, hein, qui ne sont même pas au courant de ça et qu'ils se sont adaptés dans cette confusion. Ils sont adaptés dans cette confusion par une adulation de la République, en oubliant, c'est pas en oubliant, en ne s'apercevant pas, et on a tout fait pour, des systèmes fondamentaux, des fondamentaux de ce qu'ils font dans la République, et ils en sont venus à une religiosité de la République, et ils pensent que tous ceux qui n'adulent pas la République, ce sont eux les problèmes, ou qui participent aux problèmes qu'a cette République. Et donc, ces gens-là peuvent être extrémistes envers ces gens-là, alors que ces gens-là sont plus près de la réalité, peut-être sans la savoir, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et quelque part, ils ont raison de le sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Rien d'étonnant qu'ils aillent voir ailleurs peut-être plus de vérité et d'honnêteté. Alors là, que dans du sensible, mais peut-être dans des endroits spiritualistes, etc. Mais là aussi, ils sentaient, parce que justement, on n'a pas été raisonnable de leur dire la vérité. Et imaginez-vous que quelqu'un aille voir un député, il croit qu'ils sont représentants du peuple, donc qui va défendre les droits fondamentaux, la DDHC par exemple. Si envers quelqu'un de l'administration, parce que ce sont des humains, hein, ce ne sont pas des supérieurs, hein, c'est une administration, hein, a fait une erreur contre lui, donc l'administration est responsable de l'avoir embauché, etc. Imaginez-vous qu'il va voir un député pour que cet fait soit réglé, que les députés l'aident, même s'il faut passer en justice, que les députés l'aident contre cette personne. Je donne un exemple, qui travaille pour l'État et avec l'État, et contre l'État peut-être même. Ben, le député, qui n'est pas représentant du peuple, non seulement ne va pas aider le citoyen, d'un autre côté, il croit que le député est là pour lui, il va se livrer tout ce qu'il a dans les tripes, peut-être que même l'administration, il n'avait pas tout dit, il va livrer tout ce qu'il a, dans le cœur, dans les tripes. Et le député va donner ces informations en fait à l'administration, et il fera rien. Et j'ai un cas que ça s'est exactement passé comme ça. La personne croit que les choses s'arranger, donc elle souffle, mais dans ce souffle qu'elle reprend, parce qu'elle a cru voir un représentant du peuple, parce que des fondamentaux, hein, la justice est dit au nom du peuple, mais la justice c'est un tout. Hein. Eh bien, il se repose, mais en fait pendant ce temps-là, toute l'administration est en train de savoir plus que à n'importe quel moment, avant qu'il soit allé voir le député, ce qu'il pense, etc., etc. Et peut-être mettre en œuvre, si elle est perverse autant de fait de ne pas dire aux citoyens la réalité de ce que sont les députés, ben d'être pervers de la même manière et de lui mettre dans le bâton dans la roue, des trucs par derrière, par l'administration, par plein de trucs. Je ne sais pas, quand on est capable de mentir une fois, deux fois, peut-être mentir sur des choses graves. Beaucoup disent qu'on est capable de continuer, qu'on a vu le pratique du mensonge. Pratique entre guillemets. Peut-être pas dans le long terme, mais bon, hein, on peut continuer aussi ensuite. Et non, moi je sais, et vous maintenant vous savez les faits, et la personne qui n'aura pas lu ce bouquin, et qui n'aura pas fait une enquête personnelle, et qui n'aura pas parlé avec comme moi, avec des gens qui ont fait du droit, et qui n'aura pas lu ce document, ben, ça maintiendra dans un truc confus. Tiens, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, non seulement que le député, je lui ai parlé, mais il n'y a rien qui se passe, et en plus, l'administration ou celui qui travaille dans cette administration qui est coupable envers moi, mais il a l'air encore plus sûr de lui et encore plus revigoré. Comment ça se fait? Je comprends pas. Eh bien parce que tu t'es fait avoir. Et bien comme il faut. Et que maintenant, tu es dans une confusion. Si ton affaire, ce que les problèmes que tu avais eus sont réels,
et que tu es réellement victime, etc., mais cette situation va te mettre dans une confusion de manière profonde. Mon gars. Donc c'est... Les mots ont un sens et, comme je disais, de les tronquer, ça peut avoir des conséquences, surtout dans certains domaines, énormes. Mais apparemment, certains, ça ne dérange pas. Il y a quand même qui défendent ça, hein, que ce mensonge, quelque part, n'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal. Alors, ouvrez les guillemets, il faut que le peuple soit un souverain absolu dans l'instant qu'il désigne ses représentants. Car ainsi peuvent-ils tenir des droits illimités. Bernard de Jouvenel, je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire, mais du pouvoir, ça c'est le bouquin. Ouvrez les guillemets, les représentants du peuple n'ont pas plutôt conquis le pouvoir, les représentants du peuple n'ont pas plutôt conquis le pouvoir qui se mettent à consolider et à renforcer leur puissance. Fermez les guillemets. Proudhon, cité dans Michel, les partis politiques 36. Ouvrez les guillemets. Le régime représentatif repose sur une idée simple. Le peuple est incapable de se gouverner lui-même, eh bien rendons-le capable, incapable de se gouverner lui-même et doit par suite confier à des représentants le soin de gouverner à sa place. Les représentants sont désignés par les électeurs. Fermez les guillemets. Jacques Hadar, Institution politique, page 193. Ouvrez les guillemets. Sitôt qu'on remet à des représentants le droit d'exercer le pouvoir, le Parlement devient souverain. Je répète. Ouvrez les guillemets. Sitôt qu'on remet des représentants le soin d'exercer le pouvoir, le Parlement devient souverain. Fermez les guillemets. Giovanni Sartori. Théorie de la démocratie, page 21. Vous avez bien entendu. Pourtant, on dit que le peuple est souverain et que la justice est prononcée au nom du peuple. Alors, après, l'être humain fait ce qu'il peut. Mais est-ce que quand on fait, mais pas tout en œuvre, prioritairement, pour que la démocratie puisse grandir, se développer, est-ce qu'on est honnête? Parce qu'effectivement, dans leur cerveau, ils considèrent que si vous votez aux législatives, vous donnez votre pouvoir au Parlement et qui devient souverain, même sur vous. Certains pensent ça, alors que c'est faux. Parce que... alors, j'ai lu pas mal de philosophie du droit, de bouquins, etc. Il y en a qui considèrent que les parlementaires, en France, et interroger les gens qui font du droit, pour moi c'est honteux, hein, mais c'est à vous de voir, c'est votre problème. Que les parlementaires, écoutez bien, hein, non seulement là, par état de fait, quand vous votez aux législatives, certains considèrent que le Parlement devient souverain, alors que normalement, la loi est prononcée, je ne me rappelle plus le terme, comme on dit exactement, au nom du peuple, et le peuple est souverain, c'est dans nos fondamentaux. Et là, on dit que le peuple est souverain, mais quand il vote, il n'est plus. C'est le Parlement. Parce que vous acceptez cette situation, en fait. Et donc, quelque part, il y en a qui considèrent que c'est vous les premiers coupables. Vous-même, vous devriez demander plus de démocratie participative, locale, etc., pour vérifier les choses que vous ne pouvez pas faire quand il y a un gouvernement qui est à 800, 500 km. Et de toute manière, c'est que on doit encourager que vous vous instruisiez sur des notions de base et que vous votiez, peut-être pas toutes les lois d'ailleurs. Et certains dont vous comprenez, compétence, ça c'est tout le monde peut l'être, hein. Et les députés actuels ne sont pas compétents dans tout. Donc ça, c'est la compétence, ne le prenez pas en compte, hein. On n'a que vous faire en sorte que vous soyez compétent d'avoir des documents pour réfléchir à un sujet avant de voter. Point barre. Bon. Et pire que ça, il y en a qui considèrent que les députés
sont au-dessus des fondamentaux, des droits fondamentaux, et que eux-mêmes peuvent les bafouer. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas clair de ça en France, pour certains, chez certains, et pourtant qui sont dans les organes de pouvoir, que la DDHC, par exemple, même ça, pour eux, ils ne considèrent pas que la DDHC est intouchable. Les DDHC, où on dit la liberté d'expression, lutter contre la tyrannie s'il faut, hein, c'est un devoir, liberté d'expression, je l'ai là. Elle est où? Bon, vous connaissez, j'espère, de toute façon. Égalité devant des hommes devant la loi. C'était pas le cas avant. Hein. Faut bien que. Elle est précieuse la DDHC, la déclaration des droits des citoyens. Parce qu'il y en a qui dévient très vite. Aujourd'hui encore, maintenant que j'ai lu pas mal de manière autodidacte, il y en a qui justifient l'inégalité entre les hommes, hein, même devant la loi, hein, en France aujourd'hui. Hein. Donc, sachez-le, qu'il y en a qui considèrent que les députés... Donc, tout est inversé, en fait. On a vu, tout est inversé. On promeut des choses qui, en fait, et les gens le croient, donc ils participent à tout ça, mais en réalité, non seulement dans les faits, pratiquement tout est inversé, mais dans les faits, ceux qui sont élus, dans leur tête, tout est inversé, parce que même ils prétendent que la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est rien, que c'est eux, les députés, qui sont tout. Donc, on est vraiment dans une situation assez énorme. Alors, ouvrez les guillemets, chacun sait que dans les démocraties occidentales, la part faite à l'exercice direct de la souveraineté est infime ou nulle, et que l'essentiel du jeu politique appartient aux représentants. Ce qui n'est pas normal. S'ils le disent, c'est pas normal par rapport à l'article 6 de la Déclaration des droits du citoyen. On a dit que tous citoyens ont droit à concourir pour l'élaboration des droits eux-mêmes. Hein, d'abord, puis par les représentants si on ne peut pas faire autrement. Mais là, on dit que bien que ça, c'est nul. On peut le dire, c'est pratiquement nul ou nul même. Et c'est normal. À vous de répondre. Moi, j'ai répondu. Hein, c'est à vous à répondre. Les prérogatives du citoyen se réduisent à participer tous les 4 ou 5 ans au choix des représentants. Fermez la guillemets. Association française des historiens. Le concept de représentation dans la pensée politique, page 29. Là, selon... voilà. Ça, c'est celui qui a écrit l'article, les députés sont des fonctionnaires sur Internet, qui donne ces données. Citation, après, les pages des livres, etc. Ouvrez les guillemets. La nation n'exerce sa souveraineté que par l'intermédiaire de ses représentants. Fermez les guillemets. Jacques Godechaux, Les institutions de la France sous la Révolution et sous l'Empire, page 75. Que la nation n'exerce sa souveraineté que par l'intermédiaire de ses représentants. Ben, normalement, non, tu ne dois pas dire ça. C'est que quand les citoyens ne peuvent pas faire autrement, normalement. Et ça, on ne vous le dit pas. Ça, c'est Jacques Godechaux, Les institutions de la France sous la Révolution et sous l'Empire, page 75. Ouvrez les guillemets. Le régime représentatif était une suite du principe de la souveraineté de la nationale. Comme celle-ci ne résidait pas dans les particuliers, ni même dans leur totalité, mais dans leur collectivité extra-individuelle, le régime représentatif faisant dépendre la formation de la volonté de la nation de ses représentants constitués. Fermez les guillemets, Soboul, dictionnaire historique, page 1001, l'élection. N'était qu'une fonction commise par la nation à certains citoyens reconnus aptes à son exercice, une médiation instrumentale destinée à composer et légitimer
l'Assemblée des représentants, fermez les guillemets. Bien entendu, à l'époque, il y en avait très peu qui savaient lire et écrire déjà que ça. Il n'y avait pas les informations aussi, comme aujourd'hui. C'est pour ça que certains mythes, j'allais dire, certaines superstitions ont perduré. Les gens, ceux qui ne pouvaient pas se renseigner par l'information, mais ils le remplaçaient par des histoires. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc pour plein de raisons, bien sûr, les représentants étaient nécessaires à l'époque, mais pas comme aujourd'hui. Donc là, on est en François Furet, dictionnaire critique de la Révolution française. Ouvrez les guillemets. Si le peuple ne peut exercer lui-même la souveraineté, comme il ne saurait l'aliéner, il faut bien qu'il en confie l'exercice à des représentants. Michel Tropper préface à vouloir pour la nation. Vous voyez bien que c'est toujours dans la dynamique, il faut bien. Il ne faut pas faire autrement. Donc, c'est à vous à le savoir et à vous manifester par rapport à ça. Ouvrez les guillemets. Lorsque le titulaire de la souveraineté est la nation, il n'y a plus de choix possible, car dès lors que la nation n'est qu'une entité abstraite, elle ne pourrait assurer un exercice direct. Si bien que là encore, il faudrait recourir à des représentants. Fermez les guillemets. Michel Tropper préface à vouloir pour la nation. Ça, c'est intéressant. Ouvrez les guillemets. Il convient de distinguer selon que le souverain est le peuple ou la nation. Des modalités différentes de nomination et de contrôle des représentants. Il convient de distinguer selon que le souverain est le peuple ou la nation. Donc, c'est à vous, mes chers concitoyens, de ne pas être confus et de ne pas vouloir l'être et ne pas vouloir que vos enfants le soient. Parce que je constate, moi, après mon micro-trottoir, c'est pas. Alors, on va le voir après, c'est pas une confusion, parce qu'on le maintient quelque part, cette confusion. Donc, c'est à vous battre pour que les choses changent. Alors, là, c'était Michel Tropper encore, préface à vouloir pour la nation. Et il disait à vouloir pour la nation. Enfin, il disait, ouvrez les guillemets, si le peuple est le souverain, la représentation n'est que l'un des modèles possibles de l'exercice. Non. Il convient de distinguer selon que le souverain est le peuple ou la nation. Il convient de distinguer selon que le souverain est le peuple ou la nation. Point d'interrogation. Des modalités différentes de nomination et de contrôle des représentants. Voilà. C'est pas. Là, tant que vous votez aux législatives, toutes les perversions et les confusions qu'il y a jusqu'à maintenant, vous les justifiez. Par rapport à ça, quand je parle des confusions qu'il y a actuellement, vous les confirmez. Et voilà. Mais sachez-le aussi de notre côté, que si vous ne votez pas et qu'un jour il y a tellement peu de votes qu'il y a des votes blancs, etc., il faudra changer de constitution. Et vous n'aurez pas donné votre avis. Et il risque d'avoir quelque chose, mais parce que le citoyen n'est pas là pour être inactif. En tout cas, et faire mourir sa conscience, ses idéaux démocratiques, et en ne défendant pas la DDHC, par exemple. En ne montrant pas qu'il y tenait et qu'il veut qu'elle soit imposée à tout le monde, juge, simple citoyen, député, président de la République. Après, voilà, les choses n'avancent pas, ou même pire, un jour, peuvent se dégrader. Voilà. Et même ne pas voter ou voter blanc, ça peut mal finir. C'est-à-dire que ça, et moi personnellement, je ne vote pas, bien sûr, il ne faut pas voter. Parce qu'il faut que les choses avancent. Et je dirais même pas point de vue, pas que point de vue français d'ailleurs, on s'en fout du territoire. Parce qu'il y en a beaucoup. En France, il y a deux catégories de personnes qui se foutent de la gueule du monde. C'est les républicanistes, communistes, et les anciens nobles aristocrates, c'est-à-dire catholiques traditionnalistes. Ils sont imbus d'eux-mêmes, ces gens-là. Ils sont très particuliers. J'ai eu affaire à eux. Ils avaient chacun de leur côté, promeuvent la France, pas pour les valeurs, la DDHC, etc.,
Parce qu'ils pensent que la France leur est redevable. Donc vous, les républicains et les communistes, parce qu'ils prétendent être les descendants de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la Révolution, alors que les libéraux de l'époque, c'est eux qui ont eu le plus d'influence pour changer les choses. Les libéraux de l'époque, c'était certainement pas les libéraux d'aujourd'hui qu'on en voit dans certains pays. Et les libéraux dans certains pays, ça n'a rien à voir avec les libéraux d'économie libérale, hein, il faut le savoir. Les libéraux de l'époque ont fait un gros travail. Et ils étaient très courageux pour que les choses changent. Et ça n'a rien à voir avec, pas tous, c'est pas tout parfait, mais avec les libéraux économiques d'aujourd'hui. Je dis pas qu'il faut le débat, de toute façon, moi je dis. Il faut le débat, mais seulement les libéraux, peut-être que je n'ai pas dû en parler, mais maintenant que je l'ai dit, c'est le même mot, mais ça n'a rien à voir. Hein. Même des gens de gauche, c'est très, très bien que s'il n'y avait pas eu les libéraux à l'époque, il y en a beaucoup qui le disent, je peux donner les noms, s'il faut, eh ben, il y a très peu de chances que les choses aient évolué, hein, que la monarchie absolue se soit cassé la gueule sans eux. Alors, et oui, et l'autre côté, tu as les nobles, donc les cocos, il y a deux catégories qui pensent que tous les Français leur sont redevables, et c'est pour ça qu'ils parlent de la France plutôt que des valeurs, que si on peut le protéger avec d'autres pour nous, ça les forcerait ces valeurs d'autant plus, donc il ne faudrait pas hésiter. Mais ces deux catégories, souvent sont contre ces valeurs, ou prétendent qu'elles sont là que pour les servir, ou que c'est eux qui les représentaient le mieux et qui doivent les interpréter, parce que, je vous ai dit pourquoi on les redevable, parce que grâce à certains, comme je viens de dire, s'il y a la République, c'est grâce à eux, ils sont fadas, et puis d'autres que la France est ce qu'elle est grâce à eux, c'est-à-dire les aristocrates et catholiques traditionnalistes. Et réellement, ils font semblant qu'il y ait du débat. Mais eux, dans leur tête, à la fin d'un débat que vous pouvez avoir, ils veulent absolument laisser dans leur tête, d'eux, de leur famille, de leurs enfants, que vous leur êtes redevables. C'est confortable peut-être pour eux. Vous voyez ? Moi, c'est les valeurs qui comptent. Et attention quand on met pas ça en avant. Ne vous laissez pas avoir par une image. L'image, j'en ai rien à foutre, moi. J'aime la simplicité, la paix, j'ai pas besoin de gloire. Et certainement pas. La gloire, c'est de défendre la veuve et l'orphelin, le faible, quand il est attaqué injustement. Voilà. C'est pas de se monter la tête. Et si on peut défendre les valeurs avec d'autres, moi je dis banco tout de suite. Hein. Et vous devriez dire pareil d'ailleurs. Et ne vous laissez pas séduire par ces gens-là. Parce ils ont une religion dans leur tête. Hein. Ils sont là que pour fantasmer. Avec ou sans vous, en fait. On parle là de France. Et pour des raisons tout à fait opposées, en plus. Hein. Les cocos républicanistes et puis les aristos catholiques traditionnalistes. Pour des raisons opposées. Qui parlent de la France, qui essayent de donner une image. L'image, il n'y a pas d'image. L'image, c'est que ça a été terrible pour qu'on arrive à ces valeurs. Avant qu'on arrive à ces valeurs un jour. Voilà, c'est ça l'image. Et il y en a qui se glorifient des guerres. Attends, je vois pas l'intérêt. C'est ridicule, mais bon, pas besoin d'attaquer le ridicule ce soir. La gloire des guerres, c'est ça. Bon, enfin bref. Alors, ouvrez les guillemets, si le peuple est le souverain, la représentation n'est que l'un des modèles possibles de l'exercice de la souveraineté, puisque le peuple pourrait soit l'exercer lui-même, soit recourir à des représentants. Michel Tropper encore préface à vouloir pour la nation. Ouvrez les guillemets, les représentants, bien loin d'avoir à obéir aux ordres populaires, et là il y en a d'autres qui parlent différemment, attention, vous voyez, hein, les représentants, bien loin d'avoir à obéir aux ordres populaires, sont appelés au contraire à gouverner le peuple. Raymond Carré de Malberg. Vous voyez comme certains peuvent penser la chose? Je vais le répéter, ouvrez les guillemets. Les représentants, bien loin d'avoir à obéir aux ordres populaires, sont appelés au contraire à gouverner le peuple.
C'est-à-dire que le peuple a que des gouverneurs. Que des gens qui les gouvernent. Et qui font semblant d'ailleurs qu'ils sont là pour les servir et les représenter par rapport au DDHC et aux valeurs fondamentales. Tout ça, c'en est rien. Ça, c'est Raymond Carré de Malberg encore. Donc vous voyez, quand je vous disais que certains, encore aujourd'hui, ont des trucs, mais que vous ne vous rendez pas compte. Et même, ils attendent que vous soyez reconnaissant de ça. Ils sont dans un truc psychopathique, vous n'en rendez pas compte. Ils le croient réellement. Et par derrière, s'ils pouvaient utiliser l'administration et les services de l'État pour vous punir de manière discrète par les impôts, etc. Alors que c'est eux qui devraient être guillotinés, hein, par ce qu'ils ont dans la tête. Hein. Mais ils sont clairement en dehors du champ. Hein. Donc je vais répéter cette phrase qui est hallucinante. Vous montrer, les représentants, bien loin d'avoir à obéir aux ordres populaires, sont appelés au contraire à gouverner le peuple. Alors, vous vous rendez compte qu'on passe à les députés sont les représentants du peuple. Ils ont des comptes à rendre à leurs électeurs. Ce qui serait normal. Et c'est-à-dire, il ne faut pas trop les emmerder non plus, mais à eux de faire le travail aussi. Et au Parlement de faire en sorte qu'il y ait plus de démocratie. Et certainement pas de confirmer leur pouvoir. Ça, c'est la trahison des trahisons. Pire qu'un traître dans un régime despotique. Là. Parce qu'en plus, là, on se fout de la gueule des gens, mais de manière puissance 1000, hein, au carré, je dirais même. Hein. Foutage de gueule au carré. Hein. Je vais vous le lire encore. Les représentants, bien loin d'avoir à obéir aux ordres populaires, sont appelés au contraire à gouverner le peuple. Hallucinant. C'est pas un roman, hein. C'est ce que quelqu'un de réputé, Raymond Carré de Malberg, pense, et ce que pensent encore des gens aujourd'hui. C'est à vous à y réfléchir. Ah, moi aussi, moi j'ai fait réfléchir beaucoup de personnes et on va continuer. Mais bon, voilà. Ouvrez les guillemets, représentant de la nation, le destin de ce peuple est entre vos mains. Vous vous rendez compte? Représentant de la nation, le destin de ce peuple est entre vos mains. Ça, c'est René Coty, adresse à la Chambre des députés le 29 mai 1958. Ouvrez les guillemets, représentants du peuple, les députés ont reçu leur mandat pour délibérer et voter, et non pour être seulement consultés. Fermez les guillemets, Jacques Duclos, 29 juillet 1958. Ouvrez les guillemets, j'ai passé la parole au peuple, comme je l'avais promis, il a élu ses représentants. Fermez les guillemets, là c'est De Gaulle, conférence de presse, 19 mai 1958. Bon. On peut considérer que la principale raison pourquoi les gens ne peuvent pas délibérer pour voter, c'est qu'ils ne sont pas informés de ce qu'ils vont voter, bien entendu. Qui n'ont pas les données, etc. Mais ça, je pense qu'aujourd'hui, grâce aux moyens qu'il y a aujourd'hui, on peut d'autant plus faire en sorte que les citoyens soient informés pour voter. Sauf s'ils ont un accident, un problème au cerveau, voilà. Et là, en ne faisant pas ça, ça rend les gens très confus. Je continue. Là, les citations sont terminées. L'emploi systématique du mot représentant pour désigner des élus qui ne sont pas des représentants soulève inévitablement une interrogation. Si les élus ne sont pas des représentants, pourquoi les désignons-nous systématiquement par ce terme? Il s'agit là d'une question intéressante sur laquelle plus d'un constitutionnaliste s'est interrogé. Saviez-vous ça? Il y a sans doute plusieurs réponses à cette question, mais les examiner nous amènerait trop loin. Disons pour simplifier que nous disons que les députés sont des représentants parce que cela fait plaisir aux électeurs, en leur donnant l'impression que quelque part quelqu'un parle à leur nom. Je vais répéter, disons
pour simplifier, que nous disons que les députés sont des représentants parce que cela fait plaisir aux électeurs. Comment on peut dire ça? On sait qu'on trompe, on triche les gens, mais on dit ça quand même aux électeurs en leur donnant l'impression que quelqu'un parle en leur nom. Et si cela fait plaisir aux gens, il serait bien évidemment cruel de les priver de cette satisfaction qui ne coûte rien, qui coûte rien apparemment, qui coûte rien et ne fait mal à personne. Si on est arrivé de régime despotique en 2018 pour que encore, non seulement les gens se foutent de ta gueule, et puis en plus viennent te le justifier à ta gueule comme ça, là, en te prenant pour un oignon, j'allais dire, un abruti, de manière infantile, etc. Je dis attention, là, tout est foutu là. Vous acceptez, vous, qu'on se fout de votre gueule comme ça? C'est ça, vous va voir, hein. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent, qui pensent, enfin si je le sais, j'en suis persuadé qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Là, c'est l'auteur de cet article qui parle comme ça, mais bien entendu qu'il y a des gens qui parlent comme ça. Vous vous rendez compte? Non mais c'est insupportable. Je pense, j'en ai parlé à certains qui le supportent. D'autres non, comme moi. Et d'autres apparemment, c'est pas qu'ils le supportent, mais ça... Alors, je continue. Le fait que les députés ne sont pas des représentants est très rarement attesté. Déduit, c'est pas moi, Denis Coste, qui vient de le dire, hein, on le dit dans cet article également. Car la pratique de les qualifier de représentants est ancienne. Elle remonte à la Révolution française. Si nous lisons la première de nos constitutions, celle du 3 septembre 1791, nous constaterons que le mot représentant y est systématiquement utilisé pour désigner les élus. Par exemple, ouvrez les guillemets, tous les citoyens actifs, quels que soient leurs états, professions ou contributions, pourront être élus représentants de la nation, fermez les guillemets, ouvrez les guillemets. Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après. Fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, le nombre des représentants au corps législatif est de 745 à raison de 83 départements dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies. Fermez les guillemets, ouvrez les guillemets, les représentants seront distribués entre les 83 départements selon les trois proportions du territoire, de la population et de la contribution directe. Fermez les guillemets. Cependant, le fait que les élus ne sont pas des représentants a été reconnu par Emmanuel Seyès. Parce que il est écrit le fait que les députés ne sont pas des représentants est très rarement attesté, car la pratique de les qualifier de représentants est ancienne. Bon, voilà. Et là, il dit cependant le fait que les élus ne sont pas des représentants a été reconnu par Emmanuel Seyès, le célèbre Emmanuel Seyès, dont les idées ont inspiré notre droit constitutionnel. Dans son discours du 2 Thermidor, en 3, ouvrez les guillemets, il dit « C'est par abus que nous prenons le titre de représentant », fermez le guillemet. Seyès s'exprimait ici à propos de la Convention, mais son observation a une portée générale. Ces propos de Seyès sont très rarement cités. Hein? Nous le connaissons bien davantage pour sa fameuse brochure « Qu'est-ce que le tiers-État ?» Qu'est-ce que sa fameuse brochure qui se, entre guillemets, qu'est-ce que le tiers-État? C'est assez compréhensible. Encore une fois, pourquoi faire inutilement de la peine aux gens? Bon. Une petite pause. L'observation de CIS, cependant, soulève une question à laquelle il n'a pas répondu. Si les élus ne sont pas des représentants, que sont-ils? L'habitude s'est prise dans la science politique officielle d'opposer représentants et fonctionnaires. Ce qui est vert n'est point prose, et ce qui est prose n'est point vert, disait-on à M. Jourdain.
De même, la science politique dit « ce qui est représentant n'est point fonctionnaire, ce qui est fonctionnaire n'est point représentant ». Qualifier les élus de représentants présente ainsi un double avantage. D'abord, cela évite d'avoir à se poser des questions sur la nature de leurs fonctions, puisque la réponse à cette question a déjà été apportée par le titre qui lui est donné. Ils sont des représentants. Ensuite, cela fournit un argument solide, je dirais même un argument en béton, pour prouver qu'ils ne sont pas des fonctionnaires, de point. Mais comment voudriez-vous qu'ils soient des fonctionnaires, puisqu'ils sont des représentants? Point d'interrogation. Cependant, à partir du moment où, comme CIS l'a reconnu, nous prenons conscience du fait que le terme représentant ne correspond à aucune réalité, la question ressurgit, quelle est la fonction des élus? La réponse est simple, ce sont tout simplement des fonctionnaires législatifs. L'État assure différentes missions comme la police, la justice, la défense nationale, la collecte de l'impôt, etc. Pour remplir chacune de ces missions, il emploie des fonctionnaires spécialisés, les fonctionnaires de police, les magistrats, les militaires, l'administration fiscale. Une autre des missions de l'État, c'est de faire la loi. Pour cette mission, il emploie également des fonctionnaires spécialisés. Ces fonctionnaires portent des noms. En France, nous les appelons des députés et des sénateurs. Les députés et les sénateurs ne sont donc rien d'autre que des fonctionnaires d'État. Et de ce fait, ils ne sont pas des représentants. Un fait qui trouble chacun d'entre nous, c'est le fait que les députés et les sénateurs sont élus. Les députés sont élus directement, tandis que les sénateurs sont élus par un collège de notables. Comme ils sont élus, nous pensons qu'ils sont nos représentants. Voir les choses ainsi, c'est se méprendre sur la fonction des élections dans le système politique moderne, habituellement qualifié de démocratie. La fonction des élections n'est pas du tout de désigner des représentants, comme la plupart des gens se l'imaginent à tort. Nous ne pouvons pas leur en vouloir de se tromper, car les autorités intellectuelles font tout ce qui est nécessaire pour les induire en erreur, mais simplement d'opérer un choix entre plusieurs candidats à un poste législatif. Donc la fonction des élections n'est pas du tout de désigner des représentants comme la plupart des gens se l'imaginent à tort, mais simplement d'opérer un choix entre plusieurs candidats à poste électif. Et si on ne peut pas en vouloir aux citoyens de se tromper, dit-il, entre parenthèses, car les autorités intellectuelles font tout ce qui est nécessaire pour les induire en erreur. Il n'existe pas de lien nécessaire entre la représentation et l'élection. On peut être représentant sans être élu, et on peut être élu sans être représentant. Par exemple, aux États-Unis, certains fonctionnaires de police, les shérifs, sont élus. Ils ne sont pas moins des fonctionnaires de police pour autant. Ouais, mais... Ouvrez les guillemets, l'élection en elle-même ne fait pas le représentant. Il peut y avoir élection sans représentation. Tout au long de l'histoire, des fonctionnaires et des souverains ont été élus, mais l'élection n'impliquait pas le moins du monde que l'élu représentât ses électeurs. Fermez les guillemets, Giovanni Sartori, Théorie de la démocratie, page 386. De son côté, Saripoulos écrit, ouvrez les guillemets, il n'y a aucun rapport nécessaire entre le fait d'élire et le fait d'être représenté. Le citoyen moderne élit, mais n'est pas représenté. Le roturier du XIVe siècle n'élisait pas, mais il était représenté. Ferme les guillemets, Saripoulos, la représentation personnelle, page 100. Le fait que les députés et les sénateurs sont élus signifie simplement qu'ils sont des fonctionnaires à statut particulier. En tout cas en France. Ils sont, pour le moment, peut-être à contradiction avec nos fondamentaux, ils sont recrutés par voie d'élection au lieu d'être recrutés par concours. Leur statut est particulier également en ce que leur contrat est à durée déterminée, alors que les hauts fonctionnaires sont à contrat à durée indéterminée. En dehors de ces différences, ils perçoivent comme n'importe quel fonctionnaire un traitement payé par l'État. Mais ce que le régime nous laisse entendre, mais c'est nous qu'on paye quand même. Malgré tout.
Pour mieux comprendre, il faut se représenter le rôle des électeurs comme celui d'un chasseur de tête. Un chasseur de tête effectue une mission pour une entreprise, trouver un ou plusieurs candidats adaptés à un poste à pouvoir. Une fois le recrutement terminé, le candidat retenu intègre l'entreprise. Il travaille alors pour cette entreprise et il n'existe plus aucun lien entre le chasseur de tête et le candidat. Le candidat travaille pour le compte du patron, de son patron, non pour le compte du chasseur de tête. Donc, ce qu'il dit c'est intéressant, mais ça voudrait dire que tout est une illusion en fait. On n'est pas obligé de vouloir que tout soit une illusion. On peut, c'est pas qu'on peut, on doit normalement. Même, j'allais dire on peut, c'est qu'on doit, on devrait faire en sorte que les choses évoluent dans un sens. C'est peut-être parce que les gens qui sont au pouvoir, peut-être de manière familiale depuis des lustres, sont des incapables. Peut-être, mais sûrement même. Certains pourraient penser, à juste titre. Hein, on reproche bien des choses à beaucoup de personnes, déjà, et même des fois pour se redorer la cerise. Le candidat alors ensuite travaille pour le compte de son patron, non pour le compte du chasseur de tête. La situation est identique en ce qui concerne l'élection des députés. À la fin de chaque législature, plusieurs centaines de postes de fonctionnaires sont à pourvoir, 777 en France. Ces postes. Bon, je crois que beaucoup d'idéal que certains ont à la tête de la République sont en train de s'effondrer là. L'État charge un grand cabinet de recrutement de sélectionner les meilleurs candidats. Ce grand cabinet de recrutement, c'est le peuple. Par son vote, le peuple sélectionne le nombre approprié de candidats pour remplir l'ensemble des postes à pourvoir. Une fois le recrutement terminé, la mission du grand cabinet de recrutement prend fin. Il n'y a plus aucune relation entre les députés et le cabinet de recrutement, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire les électeurs. Les députés ne travaillent plus que pour l'entreprise qui les embauche, l'État. Vous êtes un cabinet de recrutement. Ce qui nous trouble ici encore, ce sont les programmes des candidats. Comme l'électeur a voté pour un candidat qui avait un programme, il a le sentiment que le candidat s'est engagé envers lui. Et par suite, il a l'impression que toute relation entre lui et l'élu n'a pas pris fin avec la fin du scrutin. Qu'un lien juridique s'est créé entre lui et l'élu. Mais cette impression est trompeuse, parce que les programmes électoraux n'ont aucune valeur juridique. Ils ne constituent pas un engagement du candidat. Ce dernier est libre de tenir compte de ses promesses ou de ne pas en tenir compte. Il n'a reçu aucun mandat de ses électeurs. Par conséquent, le rôle de l'électeur se limite à celui de recruteur. Une fois le député recruté, il ne subsiste pas plus de lien entre les électeurs et les députés qu'entre un cabinet de chasseurs de tête et un candidat à un poste de DRH. Bon, après, il y a un petit article qui est un petit peu, vous pourrez les lire vous-même, hein, c'est peut-être un dixième de ce petit texte. Mais il dit à un moment, là c'est fini hein, pratiquement, le corps législatif est un organe particulier de l'État par lequel l'État exprime sa volonté, c'est-à-dire donne des lois à la nation. Enfin bon, je crois que c'était les membres du corps législatif ne représentent personne. Ils ne sont émanés d'aucun corps politique extérieur à l'État. Ils sont seulement des membres de l'État, ils sont ce qu'on appelle des fonctionnaires. Une autre comparaison peut encore nous aider à comprendre. Les dirigeants des syndicats de salariés ne sont pas des fonctionnaires parce qu'ils ne sont pas intégrés à l'État. Eux au moins, quoi, les syndicats, voilà. Ils sont émanés d'une base syndicale qui les représente auprès de l'État. Ça, c'est... Même eux, ils sont plus près de la réalité que peut-être. Il faudrait réfléchir et c'est à vous de réfléchir aussi. J'ai pas trop réfléchi, mais ce que devrait être que ils sont plus près de la réalité que ce que ça devrait être que peut-être que les députés.
Alors que quand même, ils ont plutôt un courant de pensée particulier, les syndicats. De sorte, les représentants syndicaux sont une forme moderne de ce qu'étaient autrefois les États généraux, une concertation entre l'État et certaines catégories sociales qu'on appelait les ordres sous l'Ancien Régime, les salariés sous le Nouveau Régime. Ça, je crois que je vais couper. Bon. Conclusion. Ben écoutez, lisez ça sur Internet ou réécoutez tout ça. Achetez le livre Leçon de droit constitutionnel, il est très sérieux, hein. J'ai lu la moitié, c'est béton, mais s'il y a des fautes d'orthographe, ça j'en ai rien à foutre. C'est compréhensible à 100%, c'est très intéressant, Leçon de droit constitutionnel. Hein, c'est un livre pour université, institut d'études politiques, concours administratif, donc c'est pas un roman, hein, ni un bouquin de philosophie, même un petit peu, mais bon. Mais très intéressant parce qu'on parle des autres constitutions dans d'autres pays du monde. On voit que les droits de l'homme, les citoyens, quand ils sont la base, c'est ça qui fait évoluer les choses, hein, pas l'idéologie. Même au Maroc, ils ont adopté un genre de déclaration des droits de l'homme et des citoyens assez poussé, c'est ces choses-là. Bon, bref, c'est à vous de voir. Donc, leçon de droit constitutionnel, édition Ellipse. Ça, c'est ce document que je vous ai lu. C'est les députés sont-ils des fonctionnaires? Tapez dans Google. Je crois que c'est un blog, quelqu'un a fait un blog sur Mediapart, mais il aurait pu faire ailleurs, mais c'est le hasard. C'est un blogueur, hein, c'est pas quelqu'un de Mediapart. Et moi j'ai un ami, il avait été sur Mediapart, tout le monde peut droite-gauche, tout le monde peut s'abonner à Mediapart et faire un blog. Hein. C'est pas, tu n'es pas obligé de montrer ta carte d'un tel ou tel parti. Tout le monde y a droit. Voilà, ben écoutez, qu'en pensez, ben lisez ça, réécoutez, mais enfin, pour ma part, je m'arrête pas à me dire qu'est-ce qu'il en pensait, par exemple. Je m'arrête pas là, bien entendu. Je sais faire en sorte que les gens soient au courant, qu'ils conscientisent cette donnée, et pour certains, de se réveiller, quoi. Parce que ça les réveille, certains. Ça, c'est effectivement, je l'ai vu avec mon micro-trottoir, ça, voilà. Bon, il y en a beaucoup que, bon, ça n'a pas l'air trop de les déranger, effectivement. Peut-être qu'ils n'ont pas réalisé, mais j'espère que par cette vidéo, permettra que les concitoyens du pays démocratique, j'ai pas raté, oui, et ben voilà, donc on laisse entendre que les députés sont représentants du peuple, alors que c'est pas le cas, c'est plutôt l'inverse. Certains dans leur tête, on l'a vu, certains dans les propos de certains, c'est plutôt l'inverse, hein, dont ils voient les députés, hein, c'est pas moi, je vous dis, il y a eu des citations là. Et puis donc, représentants du peuple, qu'ils ont des comptes à rendre comme tout le monde, alors que c'est pas le cas, et que la France est une démocratie, c'est pas moi qui arrête pas de le rabâcher, alors qu'effectivement, que si on reste sur le statu quo, qu'en France on est en démocratie, alors qu'effectivement, si on reste sur le statu quo, c'est dangereux. Pour défendre des valeurs fondamentales, il ne faut pas tergiverser avec elles, quel que soit notre statut. Et deuxièmement, il faut les défendre avec le plus grand nombre. Les territoires, le nom qu'on leur donne, on s'en fout. On voit les guerres et les morts que ça fait, l'amour de la gloire dans le passé. D'aimer la gloire, ça va à l'encontre de la paix, de la démocratie. Et il y en a qui utilisent ça, hein, par fantasme, mégalomanie. Amour de la gloire, de leur gloire. Passé, c'est chaud, c'est très très chaud. Hein.
Je parle d'aujourd'hui, ça peut très vite changer hein, ce qui se passe dans notre pays. Donc il faut faire un choix clair et net. Est-ce qu'on est pour défendre les valeurs? C'est normal, c'est ça qu'il faut. Tout part de là. Ou une image pour se faire plaisir qu'on veut se donner. En oubliant que d'autres aussi, dans ce cas-là, opposeront une image qui peut-être ne nous arrangera pas. Hein? Ou plutôt, on est raisonnable et on veut défendre les valeurs, quel que soit s'il faut les défendre avec un territoire, sur un territoire plus développé que notre pays. Ces valeurs seront d'autant plus assurées. Je ne vais pas faire de l'actualité, mais ceux qui suivent un petit peu, malheureusement, les gens ont la mémoire courte. Moi, j'ai que 43 ans, je suis issu d'un temps où des régimes assez particuliers ont fait que en Yougoslavie, il y a eu une catastrophe pendant plus de 10 ans. Serbie, Croate, etc. Et puis plein d'autres choses que des gens ne se souviennent pas. Moi, je me souviens, mais bon. J'ai dit des gens. J'ai pas dit les gens. Des gens ne se souviennent pas. Mais il faut être sérieux à un moment donné. Et être sérieux, c'est pas aimer la gloire. C'est défendre les valeurs avec force et avec le plus grand nombre. S'amuser avec ça et manquer de sérieux. Certains prétendent qu'ils sont plus sérieux que vous, alors qu'ils ne le sont pas, hein, parce qu'ils ne sont pas éduqués ou quoi que ce soit. Ils sont plus sérieux que vous, donc ils ont droit à organiser et représenter la société et qui justifieront des idéaux, enfin, des idéaux, on va être gentil, des idéaux totalement néfastes et qui vont à l'encontre des droits de l'homme. Hein. Les droits de l'homme, c'est pas juste individuel. Les droits de l'homme et du citoyen 1789, c'est aussi sur l'organisation de l'État entre les citoyens. Comment on doit se restreindre quand on atteint à la liberté, par exemple, d'expression des autres, et qu'il n'y a pas de raison d'État qui doivent empêcher ça. Parce que moi, j'ai rencontré des cocos, des communistes, et puis même des gens qui votent Le Pen ou l'extrême droite, et peut-être d'ailleurs qui sont, c'est pas forcément la faute de ceux qui représentent un tel ou tel parti, d'avoir des gens vraiment extrémistes hein, à ce point. Je veux pas rentrer là-dedans. Mais doutez pas que vous avez des gens mais très particuliers dans ce pays. Et dont certains, même vous serez étonnés, qui ne parlent pas trop, tellement que leurs idées sont particulières, on ne parle pas trop. Mais quand tu fais des enquêtes ou que tu parles avec eux, waouh! Donc je crois qu'il est temps d'affirmer certaines valeurs, au-delà de gros paresseux et de gros paresseuses, en leur laissant entendre que les beaux discours et les manipulations soi-disant bienveillantes pour un bien supérieur et pour notre bien qui vont contre les droits fondamentaux, et avec le goût de taquiner les autres pays qui défendent ces mêmes droits fondamentaux, hein, pour se sentir plus fort que les autres, etc. Je crois qu'à un moment donné, il faut faire un choix d'aimer, d'être belliqueux, orgueilleux, la gloire, malgré ce qui s'est passé dans le passé, ou plutôt être raisonnable, aimer la paix, le progrès, hein, qui se feront jamais dans la durée sans les droits de l'homme. Parce que ces gens-là, voilà, que je voulais dire qu'on ne sait pas forcément ce qu'un tel ou le voisin a réellement dans la tête. Quand profondément tu as été très courtois, que tu as fait une petite enquête, tu te rends compte, quoi, que dans certaines situations, eux-mêmes, là, quand ça va mal pour eux, eux-mêmes en appellent aux droits de l'homme. En appellent aux droits de l'homme, c'est rigolo. Qu'ils soient d'extrême, de gauche particulière,
et historiques ou de Aristo et catholiques traditionnalistes eux-mêmes, je l'ai vu de moi-même, en appel aux droits de l'homme. Bon. Donc leur fantasme, ils veulent bien l'imposer aux autres, hein, mais parfois ils font appel au concret, hein, même eux, hein, dans certaines situations. Donc, mes chers concitoyens, qui aimaient l'état de droit, et la démocratie intelligente, je vous souhaite bonne méditation. Et puis, à bientôt.